Bonjour Yasmina Asragis, Bonjour, ça va? ça va et vous? Très bien. Très bien parce que j'ai lu un livre qui m'a beaucoup intéressée, Le Mirage de la paix, aux éditions Passé Composé. C'est votre premier ouvrage. Vous êtes chercheuse associée à l'université de Princeton, mais aussi à la Fondation Jean Jaurès. Et c'est un livre important parce que, alors, il est didactique, il est intelligent, il est bien fait. C'est votre travail de thèse, mais pas que. Je voulais savoir ce qui avait motivé l'envie d'écrire sur, évidemment, le sous-titre, hein, la véritable histoire d'Israël et des pays arabes. C'est pas évident à raconter. On a besoin d'avoir d'informations sur le sujet. Ça n'est pas une somme assommante du tout. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler sur ce sujet? Alors, un intérêt pour le Moyen-Orient depuis globalement plus de 10 ans maintenant, une pratique, la diplomatie dans les couloirs du pouvoir à l'ONU, à l'Élysée et dans le monde de la diplomatie privée où j'ai pu aller dans différentes capitales du monde arabe et voir ces grandes messes diplomatiques et comment est-ce que des grands accords qu'on pouvait voir à la télé étaient négociés en coulisses et l'impression que la chose diplomatique et le fait des accords d'Abraham n'avaient pas été analysés, décortiqués, compris en Europe en particulier, et qu'il fallait, selon moi, puisqu'il n'y avait aucun travail de thèse à l'époque, ni travail de recherche qui donnait de l'intérêt à cette matière, j'ai donc décidé de faire une thèse de doctorat sur ce sujet, qui avait été globalement assez snobé puisqu'il avait été mis sur la table par Donald Trump, Jared Kushner et donc dans le monde académique, on ne considérait pas ça comme un fait particulièrement intéressant. Alors qu'en réalité, on le sait maintenant, les accords d'Abraham ont recomposé la géopolitique du monde arabe, ont créé de nouvelles dynamiques. Donald Trump étant revenu au pouvoir, essaye de les étendre à davantage de pays arabes, notamment la Syrie et l'Arabie saoudite. Et on voit bien, à l'heure où on parle de la possible chute du régime iranien, à quel point ce nouveau bloc abrahamique est au cœur des sujets et des passions dans la région. On peut rappeler quels sont justement les différents pays qui font partie de ce bloc abrahamique? Alors, vous avez initialement eu une reconnaissance entre Israéliens et Égyptiens, puis une négociation, un apaisement tout à fait bien négocié par les Américains avec les Jordaniens, et sont venus s'ajouter à ces paix qu'on a appelées des paix froides, parce qu'elles n'ont pas réellement engagé les sociétés civiles, et il n'y a pas eu de grandes photos, de réunions entre la société civile égyptienne ou israélienne, du tourisme, des échanges culturels ou éducatifs. Tout ça n'a pas existé. Mais suite à ça, en 2020, vous avez eu cette nouvelle phase des accords d'Abraham à laquelle s'est associé donc les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc dans une moindre mesure, puisque le Maroc qualifie son entrée dans ce bloc abrahamique de rétablissement des relations avec Israël dans le cadre d'un accord tripartite qui lie les États-Unis, les Israéliens et les Émirats et le Maroc. Dans le livre, qui est encore une fois, pour vous expliquer les choses sans être universitaire, sans être avec une sémantique qui est totalement... Vous prenez les gens par la main. On en parlait avant de préparer l'émission et cette expression est la vôtre et elle est belle. Vous prenez les gens par la main pour leur expliquer un sujet qui parfois, vous avez dit le mot snobé, mais parfois qui peut faire un peu peur, où on se dit il va falloir qu'on ait un avis, il va falloir qu'on soit tranché. Il y a un avant et un après 7 octobre, on se rend bien compte. Est-ce que ça vous a... le livre sort en ce moment et il est là. Est-ce que ça vous inquiète de la façon dont il va être reçu? Alors, moi, je ne suis pas inquiète puisque j'ai abordé ce travail avec l'éthique du chercheur, le chercheur qui cherche la vérité, la réalité, qui interroge tout le monde, qui ne cherche pas à piéger les acteurs qu'il rencontre lors des interviews, qui fait un travail on essaie de recouper les informations. Donc, on est sur un travail d'enquête véritablement, et ça impose que l'on s'efface en tant qu'intervieweur ou que chercheur
on essaye de se dissocier quelque part de ses émotions, de ce qu'on a pu apprendre, de là où nos cœurs et nos passions nous mènent, pour être véritablement dans le travail scientifique. Et ce travail scientifique, il vous impose que vous ayez un Trump ou un Jared Kushner ou que sais-je devant vous. Vous ne jugez pas, vous essayez véritablement de comprendre. Et c'est toute la matrice qu'on apprend en sciences humaines. C'est d'essayer de répliquer ce qu'on apprend aux mathématiciens, mais dans un monde académique qui est celui de 2025, où aujourd'hui, on a tendance malheureusement à, en tant que chercheur, vouloir faire de l'opinion, vouloir faire de l'éthique, du moralisme, et donc ça impose d'oublier la réalité. Et moi, j'ai toujours voulu partir du terrain, partir de ce que me disent les Saoudiens, partir de ce que disent les Émiratis, partir de ce que disent les Palestiniens et les Israéliens eux-mêmes et les Marocains, et analyser les faits pour ce qu'ils sont. Et le fil conducteur de ce livre, c'est avant tout de regarder comment les Américains ont négocié les rapports de force aux États-Unis pour des intérêts stratégiques. Et on n'est pas là à regarder cette région avec cynisme, mais on la regarde telle qu'elle est et pas telle qu'on aimerait la voir. Et c'est la promesse de ce bouquin, c'est qu'effectivement, on ne ressort pas nécessairement avec grand espoir sur certains acteurs, mais avec quelques convictions sur la nature des personnes qui s'évertuent à transformer la région que l'on habite. Il y a eu différents volontés et plans de paix depuis longtemps, et en vous lisant, et vous le dites aussi très clairement, il y a parfois des intérêts qui diffèrent entre les États et les peuples. Donc, je vais citer quelques noms. Henry Kissinger, Jimmy Carter, James Baker, Warren Christopher, Bill Clinton, Dennis Ross et Martin Indyk, qui sont des faiseurs de paix jusqu'à ce 2020, et puis peut-être aussi les accords d'Abraham de Donald Trump. Quand vous avez travaillé sur ce sujet, êtes-vous tout de même resté optimiste? Alors, la chercheuse, et puis après l'humaine que vous êtes, est-ce que vous êtes dit, bon, allez, on va y arriver un jour, où finalement le 7 octobre a tout changé? Alors, quand vous regardez cette région, ce qui est assez frappant, c'est que deux forces assez opposées se cèdent et se servent mutuellement. Vous avez d'un côté les idéologues de part et d'autre du conflit, les évangéliques aux États-Unis qui poussent au pouvoir et soutiennent la doctrine trumpiste, avec une nouvelle, ce qu'on appelle le nouveau consensus évangélique, qui va soutenir Israël, non pas parce qu'ils veulent qu'Israël existe comme État et les Israéliens, et que les Israéliens puissent vivre en paix ou que sais-je, mais avant tout pour leur propre vision messianique du monde d'après. Donc ils le font avant tout pour eux-mêmes et non pour d'autres intérêts. Ensuite, vous avez en Israël un sionisme religieux qui, depuis la mort d'Yitzhak Rabin, est arrivé encore récemment au pouvoir avec des personnalités comme Smotrich et Ben Gvir qui ont incarné à une époque un terrorisme. Ils étaient totalement exclus de la gouvernance et de la chose politique en Israël. Et aujourd'hui, ils sont dans cette coalition de Netanyahou et les soutiennent avec une idéologie, là aussi, qui impacte et est relayée à différents niveaux de la société. Et puis, vous avez dans le monde arabe du salafisme, des fréristes, du djihadisme et évidemment des groupes qui sont actifs puis soutenus par l'Iran, qui a également un rôle dans la création de ces idéologies et leur financement, avec le Hamas, le Hezbollah, la question des Houthis au Yémen. Et vous avez ces idéologies-là qui déstabilisent la région et poussent les leaders à réagir d'une manière ou d'une autre. Et elles sont assez autonomes dans une certaine mesure, puisqu'à chaque fois que vous avez eu un processus de paix, elles se sont révélées capables de tuer le leader qui a signé l'accord de paix. Alors, Sadat, le premier en Égypte, et dès lors, les dirigeants arabes ont compris à quel point, si vous reconnaissiez Israël, vos têtes étaient aux enchères. Du côté israélien, Yitzhak Rabin
a transformé la donne de ce pays qui depuis est passé à droite avec une radicalisation, un ressentiment à l'égard des Arabes. Et d'ailleurs, dans mes entretiens, beaucoup me disaient les accords d'Abraham ont potentiellement redonné espoir aux Israéliens dans l'idée que les Arabes pouvaient les accepter dans cette région. Donc tout ça n'est pas anodin. Et donc, j'en viens aux acteurs politiques qui ensuite jouent, eux, leur propre partition en oubliant parfois cette réalité des idéologies et de leur capacité à venir les rattraper. Donc, ils négocient dans des salons à peu près comme celui-là, dans un cadre qui est calme, protégé, et en oubliant que l'histoire pourrait les rattraper. Et avec le 7 octobre, ce qui se passe, tout simplement, c'est que à défaut de pouvoir tuer un Netanyahou ou un Mohammed Ben Salman qui était passé sur Fox News quelques semaines plus tôt pour dire qu'il allait reconnaître Israël et que les négociations avançaient bon train, et le Hamas a décidé de faire une action spectaculaire qui allait non seulement empêcher cet accord de manière imminente, mais rendre par les représailles et par l'action israélienne à Gaza et sa documentation, par l'iconographie, par l'image de la mort des Palestiniens, rendre impossible la coopération, comme nous avons pu le voir dans la phase de 2020 à 2023 entre Israéliens et Arabes. Donc voilà, les idéologies d'une part et du côté des pouvoirs, du pouvoir américain notamment, une nouvelle manière de faire de la diplomatie, la business diplomatie, où des contrats sont négociés. On estime potentiellement que la tech pourrait être la réponse à tous les maux du Moyen-Orient en oubliant l'humain. Et ça aussi, ça n'est pas satisfaisant. Oui, je vous lis. Le massacre avait pour ambition stratégique de conduire à une surréaction d'Israël à Gaza et surtout d'interrompre la normalisation israélo-saoudienne. Donc, en effet, quand on lit ces mots, on sort justement de la passion pour rentrer dans la raison et on rentre dans votre travail de chercheur où on se dit ça fait quand même du bien d'être à votre place et de sortir de son affect pour pouvoir comprendre la chose avec recul. Il y a aussi, vous en parliez à l'instant, cette paix par la prospérité, un terrain de l'argent, un endroit où on pourrait, ce que Donald Trump imagine, créer du commerce. C'est une autre façon d'envisager la paix. Est-ce que celle-ci pourrait fonctionner après tous les gens qu'on a cités tout à l'heure qui ont tenté? Alors, la paix de Trump, elle vient bouleverser la manière dont la diplomatie traditionnelle a perçu et négocié la paix entre Israéliens et pays arabes dans cette région. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle cherche à trouver les points de transactions éventuelles pour déboucher plus rapidement sur un accord. Là où le bas blesse, c'est que Trump et ses négociateurs, Trump, quand il arrive au pouvoir, globalement, il décide de ne pas avoir d'ambassadeur dans la région. C'est quelqu'un d'extrêmement paranoïaque, qui ne fait pas confiance dans l'État profond américain, qu'il s'agisse du Pentagone, de la CIA ou du département d'État. C'est quelqu'un qui veut avoir un cercle extrêmement clanique autour de lui et globalement des relais dans la région qu'il peut contrôler. Donc il met en envoyé spécial du Moyen-Orient Steve Witkoff, qui est un ami de très longue date qui rencontre à New York. Steve Witkoff est juif d'origine russe, dans l'immobilier depuis 30 ans. Il grandit dans le Bronx, il se fait lui-même, il se fait un nom dans ce milieu et devient une grande fortune que Trump respecte et admire, puisqu'ils ont une relation avant tout amicale et familiale, et l'une des deux tentatives d'assassinat à Mar-a-Lago, l'une des tentatives d'assassinat contre Donald Trump, Steve Witkoff était là, donc tout ça les a soudés d'une certaine manière à en faire quelque part un allié pour lui dans cette région. Et puis Jared Kushner qui est un parent. Donc si vous voulez, la diplomatie de Trump, c'est soit des amis de très longue date, soit des parents. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la création d'une espèce de dynastie, parce que par ailleurs, il admire toutes ces monarchies, ces pétromonarchies arabes qui arrivent à se maintenir au fil des siècles
au pouvoir et donc il y a aussi une réflexion de longévité. C'est comme ça qu'il se projette, si vous voulez, dans cette région qu'est le Moyen-Orient, qui aujourd'hui est pour lui un marché économique à investir Bien sûr. et des parts de marché à saisir. Ce qu'il vend, c'est de l'immobilier et de l'infrastructure. Donc, il s'associe avec les bonnes personnes pour faire advenir ce projet. Le Qatar a déjà acheté à quelques kilomètres au nord de Doha un grand projet au fils Trump. Steve Witkoff a travaillé également dans la région avec diverses capitales et avec des ventes qui s'élèvent à des centaines de millions de dollars. Jared Kushner travaille avec les fonds souverains émiratis et saoudiens. Et tout ça vous dit à quel point il y a une relation de proximité extrêmement forte entre l'équipe de Donald Trump et les leaders du Golfe. Maintenant, ce que cela implique en termes de négociation, c'est que rien n'est négocié de la même manière. Oui. Puisque vous négociez avec un État qui est Israël, où là, effectivement, les États-Unis ont une histoire et une alliance historique, bien qu'il y a eu des remous et des hauts et des bas entre Trump et Netanyahou, ça reste un allié stratégique pour les États-Unis. Mais de l'autre côté, vous avez les investisseurs de la famille Trump et de son premier cercle. Donc, les rapports de force ne sont pas si simples et les buts, les objectifs de ces négociations, que ce soit aujourd'hui quand on parle de la reconstruction de Gaza ou de l'élargissement des accords d'Abraham à des pays comme la Syrie et demain peut-être l'Arabie Saoudite, il y a des enjeux également économiques derrière qui sont extrêmement importants pour l'administration actuelle, qui par ailleurs ne feint pas de se désintéresser des enjeux profondément humains, éducatifs et culturels. Et donc ce pari quelque part de voir la paix advenir par la prospérité s'aveugle sur la nature de cette région qui est composée d'une jeunesse qui a besoin de santé, d'éducation et qui ne va pas acheter le concept de la paix comme on achèterait du dentifrice parce qu'on nous explique qu'aujourd'hui l'IA et la tech peut tout pour nous. On n'est pas dans ce monde-là. Et donc, et ça a bien été démontré par la tentative du Hamas avec le 7 octobre. Mais surtout que ça travaille sur le terrain, on travaille les esprits. Exactement. Le Hezbollah et le Hamas sont des forces politico-religieuses, je reprends vos mots. L'effet que ça impose quand on mélange l'État et le sacré, ça crée quelque chose qui ne peut pas s'entendre avec juste un regard économique, un tableau Excel. On est sur deux paradigmes complètement différents, vous l'indiquez bien dans le livre. Tout à fait. Et cette logique qui... Quelque part, quand vous parlez aux entrepreneurs et aux PDG américains, qu'ils soient à San Francisco, Miami ou Palo Alto, vous sentez qu'ils abordent la région et le monde avec un pragmatisme qui oublie totalement que le sacré existe. Oui. Que face à l'injustice, certaines personnes, quand vous leur apportez une idéologie clé en main qui non seulement viendrait régler tous vos problèmes dans le monde réel, mais en plus vous propose un plan épargne-retraite pour l'après-vie, mais c'est extraordinaire pour bien des peuples. Et ça n'est pas un mal qui s'abat uniquement sur le Moyen-Orient, en Israël ou sur les territoires palestiniens. C'est également un sujet qui impacte avant tout la politique américaine et la prégnance du courant évangélique qui a été consolidé par Charlie Kirk, qui a été assassiné récemment, mais sa capacité à mobiliser les masses sur des slogans religieux et de rationaliser l'aide à Israël dans le cadre de cette mystique et de cette eschatologie évangélique pour prévenir la fin du monde, c'est quelque chose qui a amené au pouvoir Donald Trump. Et donc, si vous voulez, l'idéologie, le pouvoir et l'idée de prospérité économique sont imbriqués aujourd'hui dans l'écosystème et la gouvernance américaine, puisque les pasteurs américains qui vont aider pendant la campagne Donald Trump disent et pensent très sincèrement que la prospérité matérielle dans le monde actuel offre un salut dans la vie d'après. Et donc, le Moyen-Orient est abordé dans cet échiquier comme
un possible gain pour réécrire l'histoire de tout un peuple et la destinée de toute une civilisation dans l'après-vie. Donc Ce voilà. qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que vous faites de la sémantique, de la définition. Vous expliquez aussi, par exemple, si on retient le mot shahid, je ne sais pas si je le prononce très bien, Oui. c'est un terme important par rapport à ce qu'on vient de se dire là. Qu'est-ce que ça signifie et quel enjeu il a dans l'esprit imaginaire collectif gazaoui, par exemple? Bah, si vous voulez, la question du sacrifice et de l'idée même du sacrifice va être véritablement mise sur le marché moyen-oriental lors de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et cette guerre qui a été l'une des plus meurtrières dans l'histoire de la région va être disputée par les Iraniens puisqu'ils vont réussir à convaincre les mères de laisser leurs enfants se suicider face aux Irakiens et va donc entrer cette idée par l'Iran que le sacrifice ultime envoie les fils au paradis. Et donc, initialement, dans un milieu chiite, quand vous regardez les textes et la doctrine, il est assez compliqué de s'imaginer comment est-ce que cette idée même peut pénétrer le monde sunnite, qui est extrêmement différent sur ces valeurs-là initialement. Et ça, vous pouvez le comprendre que par la jonction, la coopération entre les idéologues du salafo-djihadisme avec des courants issus du Moyen-Orient irakien et de certains groupes chiites, avec des personnalités que je présente, Oui. Saïd Qutb, et la jonction, qui lui va faire véritablement la jonction entre le frérisme et l'acte violent, donc le sacrifice et le djihadisme. Et comment tout ça aujourd'hui a intégré Gaza par le courant frériste qui est à l'œuvre dans la pensée même de Saïd Qutb. Et donc, j'explique par étapes comment tout ça nous arrive aujourd'hui. La façon dont quiétiste, politique, djihadiste, vous expliquez vraiment très très bien les choses. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir, il y a aussi un autre mot, takfir, qui est... L'excommuniation. Ouais. Voilà, donc c'est la violence dans tous les pays envers les musulmans est incroyable. Ah oui. C'est, on le sait, c'est documenté. Les premières victimes, ce sont eux de toute cette idéologie meurtrière. Et donc, il y a une incompréhension comme ça de la part des gens qui veulent d'abord céder à une émotion, aussi parce qu'il y a une sémantique médiatique, parce qu'il y a une course aussi au clan et aux radicalités. Donc, dans ce livre, je trouve que ce qui est très intéressant, et je le répète, c'est le mirage de la paix, c'est que il n'y a pas qu'un mirage, il y a peut-être une possibilité, mais en tout cas, vous ne vendez pas du rêve. Voilà. Ce que vous dites avec ce livre, c'est que si on... Renseignons-nous d'abord, apprenons que la région, parce qu'on la connaît mal vue de loin, on la connaît mal, et c'est votre premier essai, et vous avez grandi au Maroc, c'est ça? Et ça a contribué aussi peut-être... pour cette dernière question, à l'existence de ce livre, terminer le travail d'études, de vos études sur ce sujet, c'est aussi une manière en tant que Marocaine de parler de votre pays en creux. Oui, et dire surtout qu'il ne s'agirait pas de laisser le Moyen-Orient aux idéologues, aux oligarques ou aux intérêts économiques qui se désintéressent de l'humain. Et aujourd'hui, que ce soit les diplomates ou la société civile, il y a un véritable devoir de reconstruire le dialogue, d'humaniser l'autre, de créer de l'altérité, aux chercheurs d'écrire des histoires qui ne sont pas passionnées, mais des histoires de cette région qui partent du réel pour faire sens, parce qu'on a véritablement un besoin de compréhension et un besoin d'apprécier la réalité pour ce qu'elle est. Et dans ce cadre-là, effectivement, la culture et la puissance du livre vient répondre à cet objectif. Et on va terminer juste sur cette productrice, mais c'est aussi parce que, bon, je suis spécialiste cinéma et culture, j'aime ça, et l'outil du cinéma est aussi un outil politique. Il y a une productrice qui a été assassinée récemment, qui est la productrice de film Téhéran. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Vous êtes chercheuse, vous travaillez
sur des sujets de façon froide. L'art aussi est une autre manière de parler de ce sujet. Il y a des documentaires qui vont exister sur le 7 octobre de plus en plus. On n'est qu'au début de ce narratif. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont la culture peut s'emparer de la chose, de cette violence que peut, par exemple, subir cette productrice? Écoutez, on est dans un monde où, si vous voulez, en ce moment, il y a un peu le sentiment, au-delà du crime qui a été commis, il y a véritablement la volonté de faire taire ceux qui ne parlent pas le langage que l'on souhaiterait entendre, ceux qui ne viennent pas réaffirmer nos passions, nos chagrins ou notre radicalité. Et donc, il y a un véritable besoin et une urgence à s'ouvrir au discours alternatif et revenir à oui, une forme de pluralisme. Et c'est ce que l'on apprenait jadis à l'école, c'est ce que certains apprenaient dans des partis politiques ou dans des associations. Et loin de ce désir, qui, si vous voulez, de la facilité, qui est de consommer ce qui nous rassure. Donc voilà, il y a un vrai travail, à mon avis, d'ouverture des chakras. Exactement. Ce livre, il participe vraiment pour bien connaître la région, pour la comprendre. J'avais des lacunes, j'en ai encore, mais ça va mieux maintenant que je l'ai lu. Le mirage de la paix. Merci beaucoup, Yasmina, et à très vite. Alors, c'est au passé composé, il faut absolument se le procurer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.